Bien, écoutez, bonne soirée à tout le monde déjà. Et comme il est 18 h passé, on va peut-être commencer si vous voulez bien. Hein, donc, les retardataires arriveront. Moi, je prends que 2 assiettes. Hein. Voilà. 3, j'y arrive pas. Bon. Euh, Voilà. Allez, si vous voulez bien, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Hein, il est 18 h et quelques minutes, donc on va commencer par l'appel, si vous voulez bien. Voilà, donc Jean-Claude Faucon, il sera là dans quelques minutes, hein, le temps de revenir de Perpignan. Il va donner des procurations à Robert Dugnac, au cas où, mais enfin, il va pas tarder à arriver. Hein. Roland Loisereau est là. Hervé Cazeneuve, lui, il me donne une procuration. Aline Mossé est là. Stéphanie Pichebert, présente. Robert Dugnac, Caroline Rocasse, Claude Marcello, Uriel Bazman donne procuration à Cathy Pétavy. Cathy Pétavy, voilà. Nadège Hoffman, voilà. Véronique Nalé-Gandou. Pierre Verclit, Patrick Corbin, voilà. Alain Vigne et Micheline Saint-Gérand. Voilà. Donc, Sylvain Riccardi, Brême, donc, donne procuration à Patrick Frances. Anne Leclerc donne procuration à Jean-Marc Pacul. Donc, Patrick Frances est là. Oui. Claude Marceroux est présent. Jean-Christophe Bousquet, il n'est pas là. Florent Galliez, présent. Stéphane Gros est là. Dominique Noël, voilà. Et Jean-Marc Pacul est là aussi. Alain Granat, je ne le vois pas. Rosemary Quintane, présente. Voilà. Alors attendez, je note quand même les points. Voilà. Merci bien. Bien. Et Carlos Grèze présent. Ah oui, c'est vrai, c'était en bas. Non, mais avec mes excuses, hein, parce que sincèrement, c'est pas volontaire en plus. Hein. C'est vrai que. Hein. Allez, ça roule, hein, c'est noté. Bien, donc on va faire l'ouverture de séance. Pour la secrétaire de séance, cette fois-ci, ça sera Stéphanie, si vous voulez bien. Donc, s'il n'y a pas de souci là-dessus, proximité, justement. Voilà. Et puis, les désignations des auxiliaires de séance, il y aura Alexandra, Véronique et M. Benayem, bien sûr. On va commencer par l'approbation du dernier procès-verbal du 2 décembre. Est-ce qu'il y avait des questions particulières ou non? Donc, on va passer au vote, si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Allez, on va attaquer donc la séance finance, hein, donc directement. Et donc, la mise à jour justement, après justement la série du double d'il y a 15 jours, on va parler maintenant effectivement des dispositions particulières. Hein, donc, et je vais laisser la parole à Aline pour la présentation justement de tout ce qui est autorisation de programme et de crédit de paiement, ce qu'on appelle vulgairement APCP. Voilà. Aline, si tu veux. Bonsoir à tous. On va rentrer un peu plus dans le détail là sur le budget. Donc les APCP, effectivement. Donc prenant en compte le caractère transitoire du budget 2026, le tableau qui devrait s'afficher des APCP permet à l'Assemblée de suivre la finalisation du programme d'investissement de la mandature. Donc on a des colonnes. Je vais voir si le tableau s'affiche. Donc en fait, les CP pour l'année N seraient d'un montant total de 276 000, en attendant que le tableau s'affiche. Hein. Et les restes à financer représentent, au moment où ça a été fait, 679 489. Là, vous l'avez qui est affiché. C'est un petit peu moins parce qu'il y a eu des règlements depuis, mais il est quasi actualisé quand même.
Vous avez le détail. Vas-y. Ça, c'est fait. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sur l'école primaire, là, les 300, les restes à réaliser, c'est bien les 363 919. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Quand on a fait le budget, c'était ça. Aujourd'hui, il reste 289. D'accord. Ça veut dire que Il y a eu quelques règles. il n'y a pas de crédit nouveau. Non. Il n'y a pas d'avenant. Non. Logiquement, c'est bouclé. Ok. J'avais cru comprendre qu'il y avait des avenants. Non. Et on a les subventions donc, à réaliser qui sont de 977 000 sur l'école. Les subventions à venir qui sont notifiées et autres et qui ne seront pas perçues en 2025. Voilà. Bon, si vous Non, avez moi, pas... j'ai une question sur la vidéoprotection. Oui. Je ne comprends pas le montant engagé cette année, en fait, que de 20 000 euros. Et pourquoi le report de 123 000 ? Je n'ai pas souvenir que ça corresponde aux chiffres que j'ai en tête du marché. Donc les 20 000 euros, en fait, c'est le solde de la première tranche qui est faite. Et en reste à financer, ce sera la deuxième et la troisième tranche. C'était la première tranche. Oui. Je ne comprends pas. Les 20 000, ce n'est pas la première tranche. Non, il y a déjà eu de réaliser 132 700. Alors, attendez, on est quelle ligne là 105... 06. D'accord. Ok. Donc, est-ce que la maîtrise d'œuvre a été engagée sur la totalité des tranches ou juste sur la première tranche ? La totalité des tranches. Non. J'espère Là, que non. c'est technique, moi je ne peux pas répondre. Non, mais ce n'est pas du tout technique. C'est-à-dire qu'on avait une tranche ferme et deux tranches optionnelles. On parle de la maîtrise d'œuvre. Oui, bien sûr, oui. En général, quand on fait une tranche ferme, c'est justement pour engager la maîtrise d'œuvre sur la tranche ferme. Et pour les tranches optionnelles, c'est si on lève l'option qu'on engage la maîtrise d'œuvre. On est d'accord, hein ? Oui, c'est exactement ça. Ah bon. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre est engagée à hauteur de la tranche qu'on a affermie. Voilà. Si on affermit les tranches optionnelles suivantes, on aura la maîtrise d'œuvre à payer. Sinon c'est plus une option. Hein. D'une manière générale, ils ne peuvent pas nous facturer le service qui n'est pas fait. Alors sur ce point, hier en commission des finances, je m'en suis émue puisque on a évoqué le montant total qui est sur la dernière colonne, c'est-à-dire les restes à réaliser au-delà de l'année N. Donc on est quand même à 679 000 euros. Et on a évoqué justement la question de la vidéosurveillance, donc peut-être que ça répondra à une partie de ta question. Et la réponse qui m'a été donnée sur les 223 000 euros à suivre, ça sera une décision que prendra la prochaine personne qui sera en poste à la mairie. Alors, excuse-moi, mais j'ai compris ça. Hein. L'année N. Non, mais j'aimerais. J'ai pas dit que tu n'avais pas compris. C'était. Tu commences en disant pour répondre à ta question, mais en fait. Si. Monsieur le DG a répondu et là. Parfait. Alors je viens apporter un complément. J'ai très bien compris ce qui était à réaliser cette année et ce qui était à réaliser sur 2026. Alors c'est une précision. Est-ce que cela te sied mieux ? Ça dépend de la précision qui finalement je l'avais en tête. Donc, et puis j'ai eu la réponse donnée par le maire et son équipe. Donc, alors ce sera une précision plus générale sur laquelle moi j'ai évoqué, enfin en tout cas je me suis interrogée sur le fait que ce soit vraiment des sommes qui puissent ou pas être engagées, si on était sur de l'option ou pas de l'option. Et là, monsieur le maire m'a dit, bien évidemment c'est de l'option puisque chacun fera ce qu'il voudra. Donc là, la question, en fait, elle ne se pose pas vraiment, puisque les problèmes de sécurité, ce n'est pas si on veut ou si on ne veut pas, puisque la question du centre-ville, elle est prégnante, et la question des entrées et des sorties de ville, on ne peut pas les ignorer non plus. Donc dire que, alors évidemment, hier c'était en commission des finances, et on ne l'a pas évoqué ce soir, dire que ça sera vraiment une option pour le prochain, c'est pas possible. Donc les choses qui sont réalisées, la plupart ne seront pas des options. Ça fait partie des choses qui grèveront le prochain budget, quoi qu'il advienne, ne serait-ce que la question de la vidéosurveillance. Donc c'était une précision. Alors moi je vais faire une précision sur ta précision. C'est-à-dire que... Non mais bon, vu qu'on précise ce soir.
L'option, ça ne veut pas dire qu'on l'engage ou qu'on ne l'engage pas. Ça veut dire qu'on y met ce qu'on veut dedans. Dans le cadre du marché, on a défini une tranche ferme sur laquelle, d'ailleurs, on a voté de façon positive en commission d'appel d'offres, qui déterminait les besoins urgents. Les besoins urgents, c'était le centre-ville. Pourquoi ? Parce que les caméras sont en panne depuis des années. Donc, il nous a semblé urgent que ce que l'on a comme caméra fonctionne par rapport au centre de surveillance. Et sur la tranche conditionnelle, les 2 tranches conditionnelles, il y a des éléments qui n'y figurent pas, qui pour moi doivent y figurer. Donc c'est pour ça qu'on avait posé la question en CAO. La réponse a été claire. Hein. Ça a été, vous y mettrez ce que vous voulez dedans, du moment qu'on respecte finalement le cahier des charges et notamment l'enveloppe globale. Voilà. Donc l'option, elle n'est pas en tout cas en ce qui me concerne, l'option, elle n'est pas de savoir si on engage ou pas par rapport à la sécurité du village, il est de savoir ce qu'on engage, c'est-à-dire la nature des travaux que l'on a réalisés. Voilà. Bien. Écoutez, non, simplement, je complète un peu ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un maître d'œuvre, effectivement, sur l'opération, et qui a fait un projet global. Après, les travaux ont été dit parce que c'est tellement vaste en matière de budget global qu'il a fallu le trancher en plusieurs éléments. Et après, donc, tout se fera dans le futur, bien entendu, en fonction de qui gérera par la suite. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus. Sinon, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Donc, pour d'APCP, qui est contre, qui s'abstient. Donc, Carlos, Rosemary, et puis l'opposition. On ne peut pas être contre, enfin du moins parce que y a beaucoup de choses qui sont faites, donc c'est un constat. Même si sur la nature des projets, je n'étais pas forcément favorable. En tout cas, le constat il est clair. Hein. Vous ne lancez aucune nouvelle opération pour 2026, ce que je vous ai demandé. Donc à partir de là, l'abstention me paraît judicieuse. Voilà, je vous remercie. Eh bien, écoute, on passe au point suivant, Aline, si tu veux bien. Donc, je continue avec le budget primitif. Donc, lors de cette présentation, vous aurez l'occasion de découvrir de manière plus approfondie que lors du DOB les priorités et les projets pour l'année à venir, ainsi que les ressources financières allouées à chaque domaine et utilisées pour le bien-être de tous. Dans un exercice de transition au regard des élections municipales de mai 26, et comme il a été exposé lors du DOB, le budget primitif de l'exercice est proposé en section de fonctionnement en équilibre, bien sûr, à hauteur de 7 407 800, soit une progression de 2,5% sur le budget antérieur. Les dépenses réelles sont proposées à hauteur de 7 107 800, en hausse de 1,8 sur l'exercice 25. Pour rappel, on l'a vu au moment du DOB, l'inflation devrait tourner aux alentours des 2,3% l'année prochaine. Les recettes réelles sont proposées quant à elles à hauteur de 7 357 800, en hausse de 2,4 sur l'exercice 25. Et dans une approche prudente au titre du budget primitif et compte tenu des différentes incertitudes qui nécessiteront une actualisation de ces précisions au moment du budget supplémentaire. Excuse-moi Aline, je reviens aux dépenses, mais tu as été rapide. Est-ce que dans l'estimation des dépenses, notamment en ce qui concerne les dépenses d'électricité, on a tenu compte du fait qu'on ait maintenant des panneaux solaires sur la... Oui, Ah, il n'y avait pas de micro jusqu'à maintenant ? Heureusement que j'ai une voix qui porte un peu. Hein. Donc maintenant, je l'éloigne du coup. Oui, d'accord. Donc, oui, pour dire, est-ce qu'on a tenu compte effectivement de la possibilité qui nous est offerte maintenant de produire notre propre électricité, notamment sur les 2 écoles, et quelle est la différence notable qui apparaît ? Parce qu'on se faisait fort de dire qu'on était en autoconsommation, donc maintenant il faut que ça se voit sur la facture. Alors on a tenu compte déjà du nouveau marché. Oui, mais le marché, c'est l'éclairage public. Oui. Hein? Et forcément aussi du gain des écoles par rapport aux panneaux solaires. Maintenant, vous dire combien, moi, je ne l'ai pas. C'est vrai qu'on avait demandé déjà depuis un moment des simulations pour bien montrer mais le délai qu'il faut obtenir avec Enedis pour avoir des retours officiels de la chose.
font que on n'a pas eu encore jusqu'à maintenant quelque chose de bien précis sur les économies qu'on va pouvoir engendrer avec ce qui a été fait quand même. Parce que là, entre l'école maternelle et l'école élémentaire, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très récent. Et là, c'est cet hiver qu'on va voir en fonction de la consommation ce qu'on va économiser. On n'avait pas la possibilité de demander à des communes voisines pour savoir l'impact non. Au bureau d'études, on pourrait avoir une estimation, mais c'est qu'une estimation. Non, parce que si on demande, comme un particulier à Enedis, une estimation, c'est sûr qu'on est mal barré. Hein. D'ailleurs, pareil pour Veolia. J'ai fait un message, j'attends encore qu'on me réponde. Donc, il me tarde les élections pour voir s'ils me répondent après. Mais bon, on en est là quand même. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne montre pas finalement l'aspect positif de cet investissement structurant sur le budget sur le premier budget d'année pleine. Donc je trouve ça dommage. Sur le conseil de février, je vous propose d'ici là de travailler un peu sur cette simulation à venir pour qu'on ait quand même un retour vraiment un peu plus précis de la chose. Oui, Jean-Marc. Alors, je voulais juste... Bon, d'accord. Je répète qu'avec le compteur Linky, on a les consommations journalières. Alors moi, j'ai sur le budget de l'année dernière, en énergie, on avait un budget de 310 000. Là, on inscrit 277. Bon, effectivement, ça va mieux, mais moi, l'inquiétude, elle persiste. Alors là, on est sur l'énergie, mais sur l'eau, c'est un petit peu la même chose, puisque hier, on a évoqué peut-être un loupé. Alors, bon, j'en ai eu connaissance, mais c'est peut-être un loupé parmi tant d'autres, et je demande aussi beaucoup de vigilance, puisque depuis qu'on a l'installation de la Réhute, cette eau donc, qui est réutilisée et qui a vocation à arroser la pelouse du stade, par exemple, était censée remplacer l'eau qui était là avant sur les compteurs pour arroser cette même pelouse. Or, désormais, on a la Réhute pour arroser la pelouse et en même temps, on a Veolia qui vous a envoyé une facture de 14 000 € pour arroser ces mêmes pelouses. Donc, moi, d'accord, je peux comprendre qu'il y a un loupé, mais c'est quand même un loupé à 14 000 €, ça fait beaucoup. Et donc, ça, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres fuites Et on parlait d'énergie, là on parle d'eau, mais donc voilà, j'attends effectivement le conseil municipal de février avec impatience pour voir si vous avez été en capacité de faire un inventaire précis, parce qu'au regard de la trésorerie qui est quand même tendue, toute petite économie est bonne à prendre. Je confirme totalement ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que au niveau de la Réhute, on a aussi l'ARS qui nous donne quand même des délais de réflexion d'ensemble, parce que il y a une optimisation qui est loin d'être manifeste au niveau des dispositions de santé, comme on dit, et de sécurité. Et à partir de là, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut selon les dispositions légales. Ceci étant, je répète encore, sur les 14 000 €, il n'y a pas que le stade. Il y a aussi sur cette facture, c'était ce qui était indiqué. Les quand même, vestiaires et les douches. Donc voilà. Oui, totalement. En fait, sur le détail, on s'est rendu compte que ce n'était pas que le vestiaire et les douches. Il y avait beaucoup d'évaporation, pour parler d'eau. Et peut-être que la première chose à faire serait simplement d'aller couper le compteur pour l'arrosage du stade lorsqu'on a les cuves de la Réhute qui sont pleines. Donc au moins faire cet inventaire. À avoir, bien entendu. Monsieur Benham, vous voulez dire quelque chose peut-être, non? C'est vrai. Alors c'est rien. Monsieur Benayem Joker, voulez-vous apporter quelque chose? Bon, juste comme tout le monde n'a pas eu le plaisir de participer à cette commission finance d'hier soir, me permettrez-vous, Madame la conseillère municipale, d'exposer quelques éléments techniques sur ce sujet que vous venez d'exposer. En fait, le système de Réhute est en phase expérimentale. Le principe, vous vous souvenez, était le suivant, c'est-à-dire que la canalisation de la Réhute rejoint celle de l'eau potable et lorsque les conditions sont réunies automatiquement pour balancer de la Réhute pour l'arrosage du stade, le circuit Réhute se fait depuis le réservoir dédié et arrose le stade. Lorsque les conditions réglementaires ne sont pas réunies, un vent supérieur à temps, etc., ou qu'il n'y a pas d'eau au niveau de la Réhute, c'est le système d'eau potable qui prenait le relais. Le problème qui s'est passé là, c'est que dans cette phase expérimentale,
le canal eau potable était branché normalement, tel que ça devait être le cas. Mais le problème, c'est qu'on avait des dysfonctionnements en test sur la phase réhute. Donc systématiquement, c'est l'eau potable qui a arrosé le stade. Voilà, vous avez les explications sur cette excellente nouvelle qu'on a reçue qui ne nous satisfait pas non plus dans la gestion de l'eau. Hier soir, vous aviez l'air tous bien plus émus par le montant de la facture que ce soir. C'est bien que vous ayez pris du recul et surtout que vous en ayez des explications logiques. Je vous en remercie. Néanmoins, quand on a eu le montant de la facture qui a été annoncé, c'était quand même plus une surprise qu'autre chose. Non, mais je suis ravi que vous ayez des explications à tout. Quand je vois les analyses, comme ça vient d'être dit, qu'il faut faire et qu'il faut produire régulièrement, et puis on n'a pas le résultat optimal qu'on souhaiterait obtenir derrière, c'est quand même un peu difficile quand même. Je l'avoue humblement. Là, comme on dit, c'est l'expérimentation, mais totalement inacceptable. Elle dure. Donc mais parce qu'on est la première installation du département quand même. Et alors c'est vrai qu'à côté de ça, il y a des choses qui se pratiquent un peu sur la côte, mais pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Mais est-ce que la responsabilité de la société qui l'a posée ou de qui l'exploite n'est pas en cause là-dedans? Parce que bon, c'est quand même pas la commune à s'assurer que... est-ce que ça vaudrait pas le coup justement là de leur tirer un peu l'oreille gentiment et pour leur demander de prendre, en tout cas c'est ce que j'aurais fait, de prendre en charge la dépense supplémentaire. C'est quand même pas de notre fait. C'est dans cette optique que nous travaillons d'un point de vue technique, effectivement, et quoi qu'il en soit, en attendant que le process soit fiable, le réseau d'eau potable a lui été coupé pour s'assurer que ces problématiques ne se répètent pas. Bah oui, c'est inacceptable. On parle de quelle période là? La période de lancement, alors j'ai pas en tête, je vous donnerai les éléments. Parce que c'est quelques mois, hein, on est d'accord. C'est depuis qu'on a démarré. Non, c'est pas. Oui, je pense que c'est depuis qu'on a inauguré la réhute et qu'on est en phase de test avec des difficultés que les opérateurs rencontrent. On a eu quelques difficultés et donc c'est à mon avis à cette période-là que l'eau potable est venue arroser. Donc on a fait une demande de dégrèvement? Je ne sais pas. Alors je vais le reformuler. Il faut faire une demande de dégrèvement. Comment c'est pas gagné? Il nous faut vérifier. Quand il y a une fuite qui n'est pas chez vous, monsieur le maire, vous pouvez demander un dégrèvement, vous le savez. Je l'ai fait une fois, ça a marché. C'est de la bonne foi. Là, on est en toute bonne foi. On ne doit pas payer cette facture supplémentaire, du moins la partie des 14 000 € qui correspond à l'utilisation de l'eau issue de la réhute. Donc il faut que vous fassiez une demande de dégrèvement. Il faut investiguer quel est le niveau juridique de responsabilité de part et d'autre entre la commune. D'accord, mais il faut essayer en tout cas. Non, mais on est déjà en discussion avec Veolia sur ce sujet. Aline, on continue. Donc là, vous avez le tableau qui est affiché des recettes et des dépenses pour voir l'évolution. La suite, comme l'année passée, donc les recettes réelles de fonctionnement de la commune proviennent à 84% des impôts, alors que les dotations de l'État ne représentent plus que 10% des recettes. Enfin, et pour les plus notables, les produits de services et du domaine ne représentent que 4% de ces recettes. Après, c'est le tableau d'où vient l'argent. Donc, en matière de dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses de gestion représentent 23% des dépenses inscrites au budget primitif, contre 27% sur l'exercice précédent. La masse salariale représente 62% des dépenses, contre 60% l'an dernier. 11% des autres charges de gestion courante en stabilité, et 3% pour les charges financières, 1% pour les produits en atténuation. Où va l'argent du fonctionnement? Donc, dans le respect d'une approche analytique intégrant le personnel affecté à chaque mission pour les plus notables, les services généraux représentent 39% des dépenses réelles de fonctionnement, 19% pour l'enseignement, 17% au titre de la culture, sport, vie sociale, loisirs, et enfin 10% au titre de la prévention et sécurité.
J'ai une question là-dessus, Oui. pas sur le camembert, hein, il est très joli. La subvention que l'on verse maintenant depuis 2 ans au CCAS, elle est affectée où là-dedans? 65. Non, mais dans le fromage, là. Elle doit être. C'est celui d'après. Donc, on considère que c'est de l'action sociale, en fait, la subvention que l'on verse. D'accord. Ah oui. Après, on a le focus aussi sur l'évolution des effectifs de la commune. Oui, pour le CCAS, mais là, on a pour le personnel aussi. Donc, qui représente donc le premier poste des dépenses, 62%, et qui montre une relative stabilité de la courbe du nombre d'équivalents temps plein. Il y a même une baisse, puisqu'on a baissé de 5,8%. Donc, on a un creux en 2023, c'est quand la piscine était fermée, je pense. Est-ce que, comme on l'avait envisagé lors d'une commission, vous me voyez venir, bon, parfait. Mais je vais le formuler pour tout le monde. Est-ce qu'on pourra avoir justement l'estimation sur le nombre de départs en retraite, etc., pour pouvoir caler un petit peu tout ça, hein? Et autre question, je pense que là, il n'y aura que le DG pour nous répondre. Est-il vrai que le durée de disponibilité pour un agent a été modifiée? C'est-à-dire, on a plusieurs agents au service technique qui sont en dispo, ou pour monter leur boîte. Je ne citerai pas le nom, mais vous voyez bien de qui je parle. Est-ce que les règles ont changé et comment se passe la réintégration? On m'a posé la question, donc je ne le sais pas. Actuellement, c'est rapidement pour répondre. Effectivement, il y en a une demi-douzaine, je pense, de personnes qui sont comme ça en disponibilité. Et à partir de là, effectivement, de mémoire, il y avait 4 ans, donc 4 ou 5 ans, enfin, effectivement. Mais c'était ça, je pense qu'il y a des règles qui, à mon avis, n'ont pas trop changé quand même. Ma connaissance, ça a été modifié, mais j'utilise le conditionnel, hein. Là, vous me prêtez une connaissance du sujet et je suis au regret de vous dire que j'ai un doute là-dessus, il faut que je le recherche. Vous le vérifierez et on en reparlera au prochain conseil. Il n'y a pas d'urgence, mais les règles de réintégration seront importantes parce qu'actuellement, on en a quand même, vous l'avez dit, 5 ou 6. C'est pas neutre en matière de masse salariale, hein. En principe, la demande de réintégration se fait au premier ou au troisième poste disponible ouvert. Alors, la problématique qu'on a sur notre tableau des effectifs, c'est qu'on a pléthore de postes où il n'y a ouverts. rien. Voilà. Oui, Donc, je vous avais fait la remarque déjà. Donc il faudrait petit à petit. Alors j'ai cru comprendre que ce n'était pas dans la culture de fermer ces postes. Et oui, parce que ça oblige à les réouvrir quand on en a besoin. Quand on avait besoin. Non, mais à cette heure-ci, mais on en a vraiment une grande quantité. Ouais, beaucoup trop. Quand on aura le tableau des effectifs, on aurait 300 ou 400 employés. Non, mais à cette heure-ci, je peux dire qu'il y en a au moins un, voire peut-être deux, qui ont quitté définitivement leur emploi, je veux dire, de fonctionnaire. D'accord. Mais ça, c'est. Comme on dit, hein, voilà. D'accord, ok, ça c'est important. Ça veut dire, ça c'est des emplois qu'on a déjà remplacés? En partie, ils sont remplacés selon la vision peut-être des services techniques. Non, mais là, il faudrait être un peu plus précis quand même. Non, mais La vision des services techniques, moi, je ne connais pas la vision des services techniques. honnêtement, C'est la vôtre que je demande. Oui, mais nous, a priori, après, c'est vrai qu'on le gère en fonction de la disponibilité qu'on a ou pas, mais bon, c'est vrai que ça, je pense qu'on n'a pas de renouvelé à ce temps-ci, quoi. Donc, je rajoute une question pour la prochaine fois, dans la même famille. Sur ceux qui ont refusé donc, de réintégrer la commune, combien on a fait de remplacements effectifs? D'accord? Parce que l'inquiétude, elle est là. C'est que quand on a un agent qui demande sa dispo, si on le remplace de façon fonctionnelle, quand il réintègre la commune, forcément, ça nous fait un plus. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, juste sans avoir les chiffres, pour répondre en tout cas sur le fond,
les agents qui partent en disponibilité ne sont pas systématiquement remplacés. Et la stratégie qui est la nôtre, c'est effectivement de privilégier parfois des agents contractuels, justement au regard des incertitudes d'avoir à réintégrer du personnel en disponibilité qu'il demanderait. On a aussi, par exemple, le cas des agents qui partent en détachement. On a typiquement là un agent qui était parti en détachement à l'URBA, auprès de services de l'État, qu'on n'a pas remplacé et qui aujourd'hui a demandé son intégration définitive dans les services de l'État. Et inversement, nous avons un agent qui était détaché des services de l'État, toujours à l'urbanisme, et qui remplit qui remplit satisfaction et qui va certainement faire une demande d'intégration dans la fonction publique territoriale dans les prochaines semaines. Alors, je vous remercie, M. Benayem, pour cette réponse technique et ces précisions. Néanmoins, il s'agit plutôt d'une réponse politique, à savoir quelle est la volonté municipale en ce qui concerne la gestion des agents. Et je suis toujours abasourdie de cette capacité, depuis 6 ans, à enchaîner les mots pour faire des phrases qui ne veulent rien dire. Parce que je suis curieuse de réécouter l'audio sur la dernière réponse. Voilà, donc j'espère qu'on aura tout le long de ce conseil municipal et des quelques suivants qui restent, au moins des réponses claires et fermes par rapport aux décisions de la municipalité, notamment de Monsieur le maire, parce que c'est une décision politique quand on souhaite faire quelque chose. Il faut pouvoir l'expliquer. On est d'accord. Ça a été dit par M. Benayem, donc voilà, on ne va pas plus loin pour le moment. Hein, et on n'est pas là non plus pour renouveler du personnel. Non, moi, ma question, décidément, je vais être en contradiction toute la soirée avec toi, mais elle était purement technique. C'était savoir comment vous procédiez. Je suis rassuré dans la mesure où vous prenez des contrats à durée déterminée, parce que le risque serait trop grand de prendre un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire stagiairiser et garder ad vitam aeternam un agent. Donc c'est plutôt rassurant en matière de gestion. Mais j'aimerais avoir des éléments précis que vous m'apporterez la prochaine fois. Aline, si tu veux bien continuer. On voit le tableau suivant. Donc là, c'est pour le fonctionnement de quel service là. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure là. Où figure donc le social avec la subvention du CCAS. Après, on passe en matière d'investissement. Donc, les crédits de paiement proposés s'établissent à 1,3 million, dont ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les 276 000 rattachés aux autorisations de programme. Les dépenses d'investissement sont constituées des dépenses de fin de programme de ce mandat pour partie, alors qu'entre 680 000 euros devaient être proposés au budget supplémentaire 2026, en reste à réaliser. La culture, l'aménagement du territoire et la mobilité représentent les services publics vers lesquels l'investissement 2026 du budget est tourné. Sur ces dépenses d'investissement, là, l'achat du terrain qui est prévu, donc forcément on arrive à échéance à côté de l'école, donc la grange. Pour le montant qu'on voit, enfin pour les pourcentages et les montants qui sont prévus, vous avez prévu un rachat à 200 000 euros ou vous avez prévu, donc c'est-à-dire dans le cadre de ce pourquoi vous vous étiez engagé, qui était... non mais c'est une question, savoir si c'est pris en charge ou pas et si ça a été retoqué depuis le DOB. Donc là, vous vous étiez engagé sur des logements sociaux pour jeunes travailleurs à 200 000 euros. Est-ce que vous laissez l'opportunité de prévoir à 300 000 au cas où quelqu'un voudrait faire autre chose ? C'est à 200. Actuellement, comme dit Aline, on était resté sur l'idée de faire des logements pour jeunes travailleurs, effectivement, qui manquent cruellement sur notre commune. C'est vrai que c'était une capacité à retravailler un peu ça en fonction des disponibilités d'espace à venir. Quoi, voilà. Aline, donc c'est vrai que c'était un peu ça, on était resté sur la valeur des 200 000 plutôt. Hein. C'est-à-dire que là, vous marquez votre choix, mais... qui que soit ou quelle que soit l'équipe suivante, il suffira de faire un budget supplémentaire et de remettre les crédits. Absolument. Il aurait été, à mon avis, plus prudent de mettre la totalité de la somme sur le budget, mais sachant que la somme va être payée en totalité. C'est juste des modalités de versement, si j'ai bien compris.
C'est-à-dire, au lieu de payer en une fois, on paye en 2 fois. C'est ça? Totalement, c'est ça. Oui. Donc, il aurait été plus cohérent de mettre la totalité de la somme. Là, dans ce cas-là, c'est la totalité, c'est 200 000 euros. Si c'est des logements, voilà, c'est ça. C'est pas le même montant. C'est-à-dire que si on faisait ce qu'on voulait, c'était 300 000 euros. Donc ça permet à la commune de reprendre la main et de mettre le projet qui lui sied, peu importe qui sera là. Et si on continue sur le choix qui a été fait effectivement par la municipalité actuelle, de mettre des logements sociaux donc accolés à la cour de l'école, là, c'est 200 000 euros en 2 fois. Donc c'était juste pour m'assurer que oui, je pars du principe que ça aurait été effectivement plus prudent, plus transparent, sachant qu'on arrive sur une fin de mandat, et surtout plus... en fait, oui, c'est plus clair pour la suite de savoir que c'était 300 000 euros que valait le terrain, en fait. C'était le montant du portage. Moi, je suis surpris de votre orientation politique finalement, parce que j'ai assisté à la réunion urbanisme où vous étiez absent, était présent votre premier adjoint, et qui pourra me contredire, hein, mais il y avait aussi le directeur des services, où, voilà, enfin, personnellement, je m'étais positionné sur le fait que c'était pas un endroit adéquat pour mettre du logement social. On avait été, il me semble, tous sur cette unanimité-là, sur la même décision. Et là, je vois que vous, aujourd'hui, en n'étant pas présent, vous revenez sur ce qui a pu être dit en commission, d'autant que ce qui nous a été présenté était catastrophique en termes d'urbanisme pour la zone, hein. C'était très laid, c'était pas du tout fonctionnel. On ne sait même pas en fait quelle décision à ce jour vous avez pris. Enfin, je sais plus en fait quoi penser, quoi m'attendre. Alors pour information, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Simplement, on n'a pas pris de décision définitive. De toute façon, c'est une estimation qu'on ne met en avant actuellement par justement le manque de logements pour travailleurs. Et ça, c'est vrai que c'était une nécessité actuelle, justement, sur notre commune du Gouloup, parce qu'on a beaucoup de gens qui cherchent, qui viennent travailler sur le site avec un CDI et qui n'ont pas de logement. Alors, donc, c'est vrai que c'est un sujet. Ceci dit, effectivement, c'était une proposition faite pour faire un essai. Et un bâtiment, ça peut se mettre dos à la cour, hein, mais pour gérer à la fois le côté nord, hein, donc se mettre à l'abri du vent tramontane d'un certain et du bruit que tendre la queue, et puis le fait la cour. Et derrière, on aura bien entendu un contournement et une vision sur le côté sud, et avec quand même un bruit beaucoup plus réduit. Ça, c'est évident. Est-ce que Jean-Claude avait quelque chose là-dessus, peut-être? Le projet qu'on avait présenté ne nous convenait pas, c'est pour ça qu'on a dit qu'on n'en voulait pas. Moi, il y a autre chose qui me gêne, en plus de ce qu'a dit Stéphane, c'est que quand on avait, vous vous rappelez qu'on avait reçu les opérateurs, c'était un salle du conseil, salle des mariages, pardon. D'ailleurs, aucun n'avait proposé, décidément j'ai du mal, n'avait proposé un projet pour jeunes travailleurs. Le projet qui avait été présenté par l'opérateur présent, sans le citer, était plutôt pour des personnes âgées. J'ai bon jusque-là. C'est-à-dire que l'opérateur qu'il manquait, qui était accessoirement, lui, je peux le citer, l'office HLM, je suppose que c'est lui qui vous a proposé cette option. D'accord. Donc, vous nous autorisez, vous nous permettez d'assister à une réunion où on nous expose des avant-projets, et finalement, le projet que vous retenez, c'est celui qui ne nous a pas été présenté. Et là, il n'y a rien qui vous choque. Actuellement, il n'y a rien de présenté, ça c'est clair. Ah ben, et vous êtes même en train d'évoquer la disposition du bâtiment par rapport à la parcelle, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'avancé quand même. Rien du tout. C'est moi qui vous propose ce genre de disposition pour se mettre à l'abri justement du bruit de la cour. Mais oui, mais monsieur le maire, quand vous couchez sur un budget prévisionnel, le budget 2026, les 200 000 euros, ça veut dire que l'option, vous la prenez. C'est-à-dire vous prenez l'option de faire des logements sociaux. Une proposition que nous faisons. Non, c'est une décision puisque vous le mettez dans le budget. Sur le budget, quand on met des éléments sur le budget, qu'on couche des opérations d'investissement, c'est parce qu'on a la volonté de les faire.
D'accord ? La plupart des éléments que vous couchez sur le budget cette année, ce sont des éléments qui sont imposés. J'en viens par exemple au cinéma et d'autres éléments où nous sommes obligés de les payer en 2026. Oui, sauf que Lagrange, vous aviez deux possibilités. Moi, celle que j'aurais retenue à votre place, c'est de mettre la totalité des crédits par sécurité, d'accord, et par sincérité, de mettre la totalité des crédits. Et si vous retenez une autre option, ben, ça sera votre choix derrière. Mais là, vous nous sortez des logements de jeunes travailleurs, projet, avant-projet, ou je ne sais pas ce que c'est, une idée quelconque qui nous a jamais été présentée en commission. Je suis surpris. Moi, ce qui continue de me surprendre, c'est que tout ce mandat a été, et d'ailleurs sur les 3 premières années, vous disiez à chaque fois, non mais ça a été une opportunité qu'on a eue, donc on a envisagé de racheter Socali parce que c'est une opportunité, on envisage de faire tel ou tel projet parce que c'est une opportunité. Clairement, l'année 2026, on savait qu'elle allait arriver. Techniquement, juste après 2025, donc ça, c'était pas trop une surprise quand même. Et on savait que ce programme, de toute façon, arrivant à échéance en 2026, il fallait mettre au pot 300 000 euros pour récupérer ce terrain. Donc ça, c'était pas un scoop non plus. Donc la question de savoir ce que vous avez fait de la trésorerie de la commune, c'est-à-dire de l'argent que payent les habitants de la commune et après que vous devez gérer normalement bon père de famille, ça, ce sont des choix que vous avez faits. Donc on ne va pas revenir sur l'ensemble, mais ne serait-ce que l'hostellerie catalane qui devait s'effondrer, qui apparemment est toujours encore debout. Déjà, si cet argent n'avait pas été dépensé, là, vous auriez eu la trésorerie pour récupérer ce terrain. Parce que là, ces 300 000 euros, c'était sûr qu'il fallait les sortir. Et désormais, par opportunité, parce qu'on n'a plus les sous, parce qu'on arrive en 2026, et ça c'est une surprise, juste après 2025 et à 2026, bon ben qu'est-ce qu'on fait ? Bon ben on va mettre des logements sociaux parce que finalement c'est le seul deal, le seul accord qu'on peut trouver pour essayer de baisser un peu l'ardoise et pour rentrer au chausse-pied. Donc encore de l'opportunité, certes, mais peut-être pas la meilleure. Donc excusez-moi, mais là on n'est pas sûr de la sincérité, surtout que c'est vraiment une prise de position sur un budget. Allez, donc je prends note de ce que vous me dites, comme si c'était quelque chose qu'on inventait maintenant, donc c'est pas du tout ça. On est sur quelque chose qu'il a fallu avec la position je l'appelle la manifestation d'intérêt, et qui n'a pas fonctionné comme il fallait par rapport à ce budget de 200 000, 300 000. Effectivement, c'est un peu ça l'idée. Alors à partir de là, on travaille aussi pour justement essayer d'accompagner justement les jeunes travailleurs. Donc c'est pas justement des HLM. HLM, ça veut dire habitat à loyer modéré, comme on dit. Donc pour les jeunes travailleurs, c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à trouver dans notre secteur. Voilà, donc l'idée... Monsieur le maire... quand je dis ça, c'est pas moi qui l'annonce clairement. C'est parce que c'est même l'Office 66 qui m'a annoncé qu'il y avait 800 demandes de logements sur le boulot. Non mais ça, c'est votre décision. Voilà. C'est votre décision de dire à Office 66, très bien, vous avez besoin de logements, ok. Bon, ben moi, je décide d'autorité que ça sera sur ce terrain-là. Il n'y a rien de décidé à cette heure-ci. Pourquoi vous ne mettez pas 300 000 euros ? Parce que comme ça, au moins, la porte est ouverte. Écoutez, là, on sait que le prochain, sera le prochain, il pourra faire ce qu'il souhaite, ce qui lui apparaîtra le plus approprié par rapport aux demandes des habitants sur ce terrain. Donc on sera de toute façon sur 200 000, plus 100 000 éventuellement s'il faut faire. Voilà. Et vous parlez de loger des jeunes travailleurs. Moi, ça me fait écho à un foyer de jeunes travailleurs qui est souvent porté par un office public HLM et donné en gérance à une association. Il y en a un qui s'est ouvert à Perpignan, quartier avenue d'Albiez là-bas, je crois, ou je ne sais plus exactement. C'était dans l'Indépendant aujourd'hui. Ça a vocation très sociale pour accompagner des publics souvent très fragilisés. Ligue de l'enseignement qui porte effectivement le projet, tu as raison Roland. Est-ce que vous ne mélangez pas un peu tout ? Est-ce qu'il y a effectivement besoin... Moi, je ne sais pas ce que vous avez négocié avec l'Office HLM, mais si c'est ce projet-là, je suis encore plus dubitatif et plus sceptique. Écoutez-moi, je veux dire, il n'y a rien de négocié à cette heure-ci. Donc, on est en prévision et en perspective à venir. C'est tout, point. Donc, il n'y a pas plus loin. Aline.
Vous savez, monsieur le maire, c'est malvenu parce que vous avez un budget d'attente, ce qui est logique, sur une année 2026. Le seul élément où finalement vous prenez une décision, une option, vous n'êtes pas en mesure de nous le justifier. Je trouve ça dommage. Oui, parce qu'il n'y a pas à cette heure-ci un projet tel que... Voilà, c'est tout. Aline, on continue. Donc, comment sont financés les investissements? Donc, ces dépenses sont couvertes par des recettes en assurant l'équilibre et à hauteur de 49% par des produits de cession prévus par compromis, 28% de fonds propres externes, donc c'est le FCTVA, taxe d'aménagement, et de 23% par l'autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement. Il est rappelé que les ressources propres de la commune, tant internes qu'externes, doivent permettre de couvrir l'annuité du capital de la dette. Au niveau de la dette, donc le stock, au 1er janvier 2026, devrait s'établir à 6 millions d'euros, en hausse de 62% sur un an. Le taux d'endettement de la commune devrait se situer au 1er janvier 2026 à 80% du produit prévisionnel de la capacité d'autofinancement. On est au niveau de la strate. Le remboursement annuel du capital de la dette est proposé en prévision à hauteur de 301 000 euros et est couvert par les fonds propres de la commune par l'autofinancement à hauteur de 300 000 euros, auquel convient d'ajouter les fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévus de manière prudente, à hauteur de 340 000 euros, et le produit de cession à hauteur de 635 000 euros. Il y a un mot qui m'exècre depuis un moment, c'est le mot strate. J'avoue que celui-là, j'avais rien contre lui, mais vous l'utilisez de façon tellement à mauvais escient que ça me sort par les narines. En 2020, quand vous êtes arrivé aux manettes, vous m'avez parlé d'effet ciseaux la dernière fois, de problèmes de fonctionnement, ce en quoi j'étais totalement d'accord. Sauf que quand vous êtes arrivé en 2020, il y avait 1,5 million d'encours de dette. Là, vous l'avez multiplié par 4. Voilà, c'est juste le constat. Quand on est arrivé, il y avait une cave de 6 millions, si je me souviens bien. Avant, il y avait 6 millions d'euros, c'est ça. Hein. Et quand on est arrivé, il ne restait que 2 millions. Donc, avec tous les investissements qu'on a faits, forcément, les emprunts sont arrivés. J'ai l'impression, Aline, mais celle-là, je crois qu'il faudrait qu'on l'ait... on l'aura autour d'un café ou d'autres choses, mais on ne tombera jamais d'accord. Le constat, il est simple. Hein. 1,5 million en 2020, 6 millions en 2025. Tous les investissements que vous avez faits, les Boulonnais jugeront. Moi, en ce qui me concerne, pour moi, il y a la moitié de l'emprunt qui est totalement injustifié. Donc, on aurait pu décemment se retrouver à 3 millions d'euros si vous aviez fait de l'emprunt uniquement ciblé, c'est-à-dire sur les écoles. Au lieu de ça, on est à 6 millions. Mais, une fois de plus, c'est mon analyse, ce n'est pas la vôtre. Moi sur le budget, donc si vous avez d'autres questions... Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Cathy, c'est x2. Et monsieur Grèze. Donc, on va passer à la phase suivante. Donc, on est sur l'ordre du jour numéro 4. Et ça concerne, bien sûr, l'attribution des subventions aux associations au titre de l'année 2026.
Oui, donc pour rappel, il n'y a pas de droit acquis à la subvention ou à son renouvellement. La commune se doit de respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations. Dans le respect du règlement d'attribution des aides, parce que le règlement a été fait l'année dernière, il est rappelé que l'association doit fournir à la commune une copie certifiée du budget et des comptes sur l'exercice écoulé, ainsi que les documents attestant des résultats et de ses activités. L'attribution d'une subvention fait l'objet d'une délibération distincte du vote du budget de la commune, dans le cas où les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi. Il est possible de les voter au moment du vote du budget et d'annexer au document budgétaire la liste des subventions attribuées. Là, vous avez toute la liste des subventions que vous avez dû regarder, je pense. Oui, je pense, pas de problème. Des questions ? Alors, je vais tenir ma ligne directrice, c'est-à-dire je veux mettre le doigt sur aucune association en particulier. Ce que je regrette, c'est qu'il y a des variations dans certains cas qui sont assez importantes. Notamment, il y a une évolution de plus 3000, il y a une évolution de moins 1000 pour une association qui est en plein développement. J'ai été surpris. Mais on ne peut pas décemment voter contre des subventions. Mais là où je veux rassurer les associations qui sont en difficulté, et je le fais en conseil municipal, c'est qu'il y aura un budget supplémentaire après les élections, si bien sûr nous sommes élus. Et si nous sommes élus, nous rajusterons en fonction des réels besoins. Voilà, parce que là, j'ai l'impression que vous ne mesurez pas l'impact de certaines associations, pas dans tous les cas, j'entends. Mais en tout cas, pour certaines associations, vous ne mesurez pas l'impact. Et on arrive à comparer des montants sur des associations qui sont, à mon avis, totalement incomparables, notamment en matière de nombre d'adhérents, en matière de ce qu'elle apporte à la commune. Et j'avoue que c'est assez révélateur de cette fin de mandat. Voilà. Donc, je voulais faire la remarque uniquement. On va voter bien sûr favorable parce que l'objectif, il est de permettre aux associations d'avoir les financements d'ores et déjà. Mais j'avoue qu'il y a des variations qui m'ont un petit peu interrogé. Vous les constaterez vous-même. Et je veux très très vite rassurer certaines associations de la volonté de, j'espère, la future équipe de corriger un petit peu le tir. Après, tous les dossiers ont vraiment été étudiés par rapport au nombre d'adhérents, par rapport à leur participation à l'animation de la ville, par rapport à plein de choses, les résultats. Tout a été étudié. C'est un petit peu insulter mon intelligence, Aline, parce que je suis au plus près des associations, alors pas toutes, bien sûr, bien entendu, mais par contre, il y en a que je suis de très près, donc je suis parfaitement au courant du nombre d'adhérents, de ce qu'ils font et de l'impact positif que ça a pour la commune. C'est pour ça que je me permets de le dire en public. Et accessoirement, je l'ai quand même fait pendant 2 mandats. Donc voilà, je sais instruire une demande de subvention. Je te rassure à ce niveau-là. Je rappelle aussi que dès qu'on dépasse les 23 000 euros, il faudrait une convention d'objectifs aussi, normalement. Qu'il faudrait peut-être en parler. Voilà. On n'en est pas. Mais si on doit augmenter, il faut faire attention à ça quand même. Je suis un peu surprise que ce soir, en conseil municipal, ce soit aussi, on soit dans un cadre de promesse de campagne, mais bon, peu importe. Par contre, j'aurais aimé qu'on explique ce qu'on m'a aussi expliqué hier en commission des finances, parce que c'était les arguments. Moi aussi, j'ai fait le tableau et j'ai posé les questions justement pour les différences. Donc, tu n'es pas le seul en fait à regarder de temps en temps le papier. Je suis rassurée. Tu vois, on est plusieurs. Et donc, ce qui m'a été expliqué, c'est que certaines associations avaient bénéficié de dons en cascade d'autres et que ça avait été comptabilisé dans le cadre des subventions. Alors, peut-être pourrait-on donner plus d'informations à ce sujet ou pas. Mais ça, c'était des points qui avaient été évoqués hier lorsque j'ai posé exactement la même question que celle que tu viens d'évoquer ce soir. Ben, je te félicite d'avoir posé la même question que moi. Et on avait déjà évoqué la possibilité des dons en cascade et on avait dit que c'était totalement interdit, ici même. Donc j'ose espérer que ça n'a pas changé. Allô ?
Mais non, mais Madame Quintana parle de dons en cascade. On l'avait évoqué, je crois que c'est pas plus tard que l'an dernier. On avait évoqué cette possibilité et on avait convenu tous ensemble, je crois à la majorité, que c'était prohibé, en tout cas pour nous, trop difficile à lire. Donc je suppose qu'il n'y en a pas des subventions en cascade. Non, au niveau de la commune, il n'y en a pas. Alors c'est dommage que ce ne soit pas aussi assumé par rapport à la réunion d'hier. Mais bon, apparemment, la langue de bois. Ah, hier, c'était hier, effectivement. Félicitations. Donc pas de complément, monsieur le maire, par rapport à ce qu'on a évoqué hier? Ouais, En tout cas, par rapport aux arguments que vous m'avez avancés hier? Simplement, il y a des compléments peut-être derrière, effectivement, notamment avec le casino, mais ça sera plus tard. Non, on ne parlait pas du casino hier. Vous étiez en train de me dire que les subventions n'avaient pas vraiment baissé, puisque les associations, notamment qui étaient en train de viser Monsieur Frances, avaient fait l'objet, non pas de dons, mais de reversement de subventions d'autres associations lors de fermeture de ces dernières. Et que ça avait été rajouté, en fait, dans le cadre du calcul. C'était ça. Oh là là, mais c'était hyper difficile à lire. D'accord. Ah, c'est par rapport au fait que la Maison des Jeunes, alors, mais je peux le dire au micro, je veux le dire clairement, en tant qu'ancien président. Alors déjà, je prends un ton un peu plus solennel. Je vous informe que l'association est dissoute depuis le 1er décembre de la Maison des Jeunes. Donc, de cascade, il n'y aura plus, Madame Quintana. Et après, là, c'était pas des dons en cascade, c'était des fonds propres d'une association. Le don en cascade, Madame Quintana, c'est pas ça. On organise une manifestation en commun entre plusieurs associations et une porte financièrement et reverse, par exemple, une partie de la buvette. C'est ça, les cascades. D'accord ? Donc si vous percevez des subventions et qu'il vous en reste lors de la clôture et que vous ne les reversez pas aux organismes qui vous ont versé ces subventions, dans ces cas-là, bon, alors c'est un peu surprenant puisque c'est moi finalement qui porte ce débat alors que ça n'était pas peut-être à moi de le porter, mais je vois que tout le monde brille par son courage. C'est vous qui l'avez dénoncé par voie de prospectus. Donc, je voulais pas informer de la chose. Non, alors hier, on en a parlé. Elle a écrit sur moi, monsieur le maire. Elle a écrit sur moi. Bah, bien sûr, oui, ça s'appelle un conseil municipal, un débat politique. Ah ben non, ça a été écrit. Donc, non, mais bon, moi, on m'attaque, je me défends. Et avec le sourire, les subventions qui ont été versées par la communauté de communes, c'était des subventions de fonctionnement par rapport à une demande. J'espère que vous allez comprendre. Permettez 2 secondes. Ouais. J'espère que vous allez comprendre parce qu'apparemment, vous n'aviez pas bien compris. Oui, quand on est en déficit sur une association, déjà, c'est interdit. C'est-à-dire qu'un déficit de 10 000 euros en 2023, si je me rappelle ce que vous avez écrit, c'est totalement impossible. Une association ne peut pas être déficitaire. Et accessoirement, nous avions un résultat positif. D'accord ? Ça, c'est vu que vous ne vous êtes jamais intéressé à la MJC, je préfère vous le dire en direct, c'est plus intéressant. Hein ? C'est bien de s'investir dans les associations des fois. Et deuxième point, la subvention qui a été remboursée à la communauté de communes, c'était une subvention exceptionnelle par manque de trésorerie. C'est pour ça que je me suis empressé de la rembourser sur les fonds propres de l'association. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de ces échanges qui étaient fort intéressants. Voilà. Pirouette, cacahuète, mais bon, peu importe. Aline, donc on va passer au vote si vous voulez bien. Allez, sur le vote des subventions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. On passe au point numéro 5. Donc, il s'agit bien sûr du budget annexe du service assainissement 2026. Alexandra ? Donc les tableaux qui vont vous être projetés là sont de manière synthétique les grands équilibres de ce budget ainsi que le détail par chapitre qui sont soumis au vote. Le total du budget représente pour l'assainissement 419 000 euros. Donc en fonctionnement, il y a 245 000 euros. C'est le chapitre 11, prestations, c'est des prestations intermédiaires. Le chapitre 12, du personnel détaché.
Il y a la cotisation du SPANC et puis les amortissements. Pour les recettes, 170 000 euros de ventes et autres prestations et 75 000 euros les opérations d'ordre de transfert entre sections. Ça passe pas ? Bon, les tableaux vont arriver. Hein. Sur la section d'investissement, ça représente 174 000 euros, soit en dépenses 99 000 euros d'IMO en cours et 75 000 euros d'opérations d'ordre de transfert. Et pour les recettes, c'est en totalité les amortissements pour 174 000 euros. Si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on passe au vote. Oui, on ne voit pas le tableau, mais... Ah, le tableau, pardon. Je sais que vous êtes un peu pressé. Il n'y aura pas un grand débat là-dessus, mais bon, au moins qu'on voit les éléments et que le public puisse les voir. Je suis entièrement d'accord. D'accord. Mais c'est vrai qu'apparemment, ça coince un peu. Ils sont en dessous, ça va venir, ça va venir. Donc là, vous avez le total, hein, il y a en investissement et en fonctionnement. Et après, il y a le détail qui va venir, que je vous ai expliqué. Vous avez des questions, donc? Oui, on le voit, là. Vous voulez que je vous répète ce qu'il y a eu? Ce qui est inscrit? J'avoue humblement que je n'ai pas eu le temps de le regarder, celui-là. D'accord. Est-ce qu'on a probablement pas, mais est-ce qu'on a topé une opération d'investissement? C'est-à-dire, est-ce qu'on a ciblé une opération d'investissement en particulier ou c'est dans le pot commun? Je crois qu'il reste un peu de réhute peut-être, mais sinon c'est essentiellement pour équilibrer le budget. Non, alors c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que au titre de 2026, on a ciblé une opération d'investissement particulier sur l'assainissement? C'est pas parce qu'il y a des élections qu'il faut pas préparer la suite. Donc, quelle opération d'investissement? Voilà, c'était ça ma question. Monsieur le maire, hein? Mais actuellement, il n'y a rien de programmé directement. Sauf qu'hier, avec le temps qu'il a fait, etc., j'ai vu Veolia qui travaille de nuit ici. Donc, oui, il y a eu de nouveau. Ouais, donc il y avait quelques sujets, quelquefois, qui tombent comme ça, impromptus, comme on dit. Ben, on sait que tous les réseaux d'assainissement qui accueillent malheureusement du pluvial, en période de crue comme ça, c'est les premiers à sauter. Hein. Donc, ce n'est pas étonnant. Hein. En fait, il y a 99 000 euros, c'est pour s'il y a des interventions nécessaires. Et aussi l'amélioration de la réhute, de manière à pouvoir arroser les jardins, les espaces verts. C'est-à-dire que, alors, désolé, hein, mais c'est quand même un peu important. Ça veut dire que dans le schéma qui définissait les priorités, vous savez, pour le financement par l'agence de l'eau et autres, hein, c'est-à-dire le schéma directeur, hein, vous vous rappelez, il n'y a aucune opération de prévue pour 2026 qui est lancée pour 2026. En matière d'assainissement. C'est-à-dire, on n'a rien prévu. À cette heure-ci, il n'y a rien de pré-programmé à cette heure-ci. C'est décevant. Hein, enfin, bon. Bien, allez, donc, si vous en avez fini, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Toute opposition. Merci. On va passer dorénavant
à l'ordre du jour numéro 6 pour le budget annexe du Majestic pour 2026. Si vous voulez, on passe à celui-là. Avant qu'on passe sur le Majestic, j'ai une question. Alors, je ne savais pas trop où la caser, mais ça concerne le budget. Hein. Vous vous rappelez qu'on s'était vu, c'était fin septembre, pour anticiper le renouvellement de la délégation de service public du casino. On est mi-décembre, il ne s'est rien passé. Alors, ça sera travaillé, ça, normalement, tel que je l'entends, au prochain conseil municipal de février. Non, mais ce n'est pas un conseil municipal. On devait rencontrer le groupe Joa, on devait faire beaucoup de choses. Et... Étudier dès maintenant, ça, de toute façon. Non, mais ça ne devait pas s'étudier, on devait avancer. Bon. Oui, alors, donc, il y a eu une discussion, je sais, l'autre jour, j'étais pas là, avec, entre M. Benayem et puis les services, peut-être, donc, à voir un peu comment ça peut se faire. Hein. Donc, oui, on avait prévu un calendrier pour un lancement courant février de la délégation de service public. Donc, on est en train de travailler sur ce rétro-planning affiné sur lequel le travail qu'on a analysé en perspective représente quelque chose d'un peu plus complexe, puisqu'on a notamment les biens de retour qu'il nous fallait analyser. On a des enjeux sur le fait que l'on va devenir propriétaire de l'ensemble du foncier. Donc il y a une réflexion stratégique à vous proposer, y compris en matière de travaux, de rénovation et de suivi des investissements qui seront donnés aux futurs délégataires à partir du 1er janvier 2027. Et on a également d'autres points qui apparaîtront dans ce cahier des charges de délégation. Ça concerne la redevance d'occupation du domaine public qui sera obligatoire à établir dans ce cahier des charges. Mais bon, là, au niveau du conseil municipal, j'en dis pas plus, mais on a prévu une réunion en janvier, justement sous cette forme-là, pour travailler le cahier des charges et le finaliser. Je vous remercie, mais ne vous trompez pas. Hein. Je ne mettais pas le doigt sur le fait que l'administration n'a pas travaillé. Moi j'exprimais juste... le fait qu'on avait eu une discussion politique pour se dire on va se mettre autour de la table, on va avancer avec le groupe Joa, on va avoir des certitudes quant à l'évaluation des biens de retour, etc. Et que 3 mois et demi plus tard, on ne s'est pas vu une fois. Voilà, c'est tout. Une fois de plus. Et une fois de plus, ce n'est pas à l'administration que je parlais. Hein. Et bon, il y a aussi d'autres soucis à traiter aussi. Ah oui, monsieur le maire, mais... Ah oui. Et puis, bon, et la fin de la mandature, ça... Monsieur le maire, on parle de 900 000 euros de recettes la fin de par la an. DSP, c'est en 2026, je suis désolé. On parle de 900 000 euros de recettes par an, monsieur le maire. Ça se prépare, un renouvellement de délégation de service public. Chaque chose en son temps, comme on dit. Mais non, pas du tout. Non, c'est une erreur de votre part. Hein. Et d'ailleurs, vous n'avez pas assisté à la réunion. Et vous deviez avertir les personnes du groupe Joa. On avait même fixé une date quand même. Hein. Enfin, bon, mais chaque chose en son temps, dit monsieur le maire. Donc. Je suis désolé, mais c'est quand même la vérité. Et je veux dire, comme si jamais on faisait jamais rien. Tiens, on nous a dit qu'on... arrêtez. Sincèrement, moi, je ne vous attaque pas à ce niveau-là, donc ne me faites pas verser une larme. Hein. Je sais que les gens travaillent là-dessus. Non, mais ce n'est pas les gens, c'est nous. C'est nous, les élus, qui devons travailler. Nous, élus, on travaillera dès qu'on aura un peu avancé avec le groupe Joa, effectivement. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. On en a déjà débattu. C'est-à-dire, c'est d'abord les élus à se positionner sur comment le groupe Joa va participer à la vie du village, aux animations, aux subventions, etc. C'est nous qui devons prendre des positionnements politiques pour permettre à l'administration de travailler derrière. Ce n'est pas l'inverse. Je suis d'accord, sauf qu'il y a aussi des règles à respecter. Donc voilà. Ah non, vous n'avez jamais participé au renouvellement de la délégation de service public. Moi, oui. Un an, c'est dur. Il va falloir que tout le monde cravache. Hein. Je peux vous le dire. On avait de l'avance, on avait 4 mois d'avance qu'on a perdu. Mais vous avez le temps, donc très bien.
Bien. Aline, on poursuit, s'il vous plaît. Le cinéma. On parle du cinéma, budget cinéma, là, ce temps-ci. Le Majestic. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça a été voté. On n'a pas voté le Majestic. Non. Pour ceux qui suivent, l'assainissement, ça a été voté. Oui. Ça a été noté. On peut recommencer si vous voulez, c'est pas un problème. Alors, pour l'assainissement, il faut en parler ou pas? En principe, une affaire qui a été votée, on ne peut pas revenir sur le vote. Ah, c'est pas moi qui le demande. Elle a pas Oh là, je vous laisse gérer centre. Bon, allez, pour le... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas noté. Vous n'avez pas noté quoi? Bon, allez. Alors, si c'est noté, on passe au Majestic. Voilà, c'est bon. Allez, merci à vous. Donc, Aline, pour le Majestic, alors. Donc là, vous avez les tableaux pour le Majestic. Donc c'est exposé de manière synthétique, les grands équilibres de ce budget, ainsi que le détail par chapitre, qui sont soumis au vote. Le total du budget donc, pour le Majestic, c'est 95 763 €. En fonctionnement, c'est 43 893 €. Pareil, le chapitre 11, prestations intermédiaires, le chapitre 12, donc du personnel détaché. En 23, il y a un virement en section d'investissement pour 1 393 € et des amortissements pour 477 €. Pour info, l'année dernière, on avait fait un budget à 55 000 €, mais avec le recul, ça permet d'ajuster un peu. Pour les recettes, donc on a mis 10 500 € de ventes et autres prestations, 30 000 € de subventions et 3 393 € d'opérations d'ordre de transfert. En investissement, on a une dépense de 48 477 en immobilisation et 3 393 € d'opérations d'ordre. Et pour les recettes en investissement, nous avons 50 000 de subventions et 1 393 € d'opérations d'ordre entre sections, plus les 477 € d'amortissement. Donc les immobilisations, ça va être essentiellement de l'éclairage au niveau de l'accueil et puis les appartements aussi. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de grandes questions là-dessus, sachant que bon, ça non, évolue aussi. J'en ai une, je suis désolé, monsieur le maire. Tu parlais des appartements, tout ça. Bon, alors, je me suis désengagé du comité d'exploitation, donc je ne suis plus au courant de rien. Vous en êtes où, du coup, de ce qui était prévu Ça n'a pas commencé, je pense pas, les appartements. moi, il y a un conseil municipal, on m'avait dit que visiblement il y avait des bureaux qui allaient être des bureaux administratifs. Il n'y a pas eu de commission au cinéma dernièrement. Ça va être en début d'année. Non mais vous, même s'il n'y a pas eu de comité d'exploitation, d'accord, mais vous là, qu'est-ce que du coup là jusqu'à la fin du mandat, vous allez en faire quoi du coup qu'est-ce qui vous continuez dans ce que vous aviez prévu ou pas? Il y aura des travaux à faire en régie, hein, probablement, hein, et donc justement pour exploiter ces bureaux-là, justement, pour la culture. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on programme dans le futur, mais pour le moment, on ne le fait pas tout de suite, hein, parce que, bon, on finit la mandature. Donc, voilà, donc on verra ça par la suite. En fait, moi, je ne comprends plus, en fait. Du coup, vous vous arrêtez au 1er janvier, en fait. On n'en est pas tout à fait là, quand même. Voilà. Le conseil d'exploitation s'est plus réuni de toute façon depuis le dernier, donc c'est aussi un point sur lequel je me suis émue en disant bon, il était peut-être pas au complet, en tout cas pas avec les mêmes personnes, mais ça serait pas inutile de reprendre un peu et de faire fonctionner avec l'ensemble des gens qui veulent bien le faire fonctionner. On essaiera de faire ça effectivement dès le mois de janvier-février, hein, en fonction de la disponibilité de nos équipes, parce que effectivement il y a un peu ça aussi qu'il faut qu'on mette en place.
Voilà, si vous avez Il pas suffit d'autres- d'envoyer un mail et de dire quelles sont vos disponibilités. Il y a des outils très efficaces aujourd'hui, hein. Ça s'appelle un calendrier, il y a des trucs avec totalement. l'IA, tout ça. Mais vous savez, Donc, il sur suffit de vouloir, hein. Sur la commune, il y a un tel travail aussi. Mais périodique pourquoi, et c'est et quoi quotidien. cette réponse perpétuelle Voilà. sur la commune? Il y a un tas de travail. On a l'impression que Parce c'est un qu'on a pas scoop l'impression 6 ans qu'on après. on fait jamais rien, donc c'est comme un. Mais c'est pas la Enfin, question, mais ça peut pas être une bon. excuse. Oh là là, il y a beaucoup de boulot, donc on en fait pas la moitié. Oh là là, on est en retard. Oh là là, on fait Eh pas ben, ça. Oh là là, je suis pas au courant. Il faut programmer, c'est tout. Voilà. Ben, c'est ce qu'on demande et depuis Voilà. plusieurs mois. Bah écoutez, ça sera fait, puis c'est tout. Hein. Voilà, ben, si on en a fini, je passe au vote. Hein. Qui est contre, qui s'abstient voilà, et qui. Bon, ben voilà, c'est bon. Merci. Point suivant, c'est la clôture du budget de la race close. Voilà, c'est quelque chose qui commence à dater aussi. Donc le budget de la race close ne fait l'objet d'aucune écriture comptable depuis de nombreux exercices. Pour mémoire, ce budget, la race close, a été créé en 2013. En 2015-2016, il a été payé des honoraires pour une étude de faisabilité. Depuis 2017, ce budget ne fait l'objet d'aucune écriture en dépenses ni en recettes. Depuis 2019, il n'y a plus de budget. Seul le compte de gestion est approuvé. En 2025, un budget a été établi afin de régulariser une écriture de TVA d'un montant de 7 966 €. C'était sur la demande du... On l'a fait la séance précédente, je crois. En 2025, aujourd'hui, donc, il apparaît un déficit de fonctionnement sur ce budget d'un montant de 38 480 €. C'est les honoraires. Hein. Ce déficit sera repris dans les comptes de la commune après les ventes du CFU et l'intégration des résultats de la commune nécessitant un suivi individualisé. Le compte administratif 2024 ainsi que les comptes de gestion dressés par le comptable public ont été approuvés au cours de la séance précédente. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. J'aurais aimé avoir les explications qu'on m'a données hier, parce que c'est toujours pareil. Alors, je sais que vous ne brillez pas par votre courage, et là encore, Patrie Française va prendre ça pour une agression. Mais quand j'ai demandé comment cela se faisait-il, bon, ça va. Comment cela se faisait-il qu'on n'avait pas clôturé avant? Comment cela se faisait-il que ce budget était déficitaire? On m'a dit que c'était une erreur à l'époque parce que la dette n'avait pas été facturée à la SPL. Donc là, j'ai pas eu plus d'informations et donc voilà. Donc je repose la question que j'ai posée hier, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oui, aurait dû être reprise par la SPL, et à la limite venir en moins du boni de liquidation. Mais comme ça n'a pas été fait, à un moment donné, on n'a pas trop le choix. Là. Mais ça date, oui, aurait pu, oui. Non, mais je rassure Madame Quintana, ce genre d'attaque ne m'effleure pas du tout, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai pas souvenir d'avoir vu cette somme déjà sur un budget, sur un des budgets de la race close. Alors, comment elle a atterri là Parce que le seul élément qu'il y avait, c'était de la TVA immobilière. C'est 7 900 et quelques euros qu'on a soldé. La TVA sur ses honoraires. Ah, c'est la TVA sur les honoraires, d'accord. Mais les honoraires, l'écriture figurait dans le budget ? Depuis 2017. D'accord. En 2017, c'est normal que la SPL n'avait pas à les payer dans la mesure où on était propriétaire des terrains. Et après, il y a eu une cession des terrains à la SPL qui ensuite a pris le relais. Je me rappelle à l'époque, en 2000, au moment de la création du budget, c'est à la demande du trésorier à l'époque du Boulou, on avait encore une trésorerie au Boulou à l'époque, qui nous avait dit, vous êtes obligé, dans le cadre de cession de terrain à bâtir, Monsieur Benayem, je vous regarde à vous, vous êtes obligé de monter un budget. Voilà. Donc, chose qu'on avait faite. Après, je vais être franc avec vous, j'avais aucune connaissance que la maîtrise d'œuvre avait été affectée sur ce budget annexe. On n'en a jamais reparlé depuis de cette maîtrise d'œuvre. Donc, qui a décelé ça? C'est Indiana Jones qui est venu...
Parce que, bon, accessoirement, ce genre d'attaque, ça me fait sourire parce que c'est quand même 1 million d'euros qui sont récupérés par la commune. Donc, 1 million d'euros grâce à nous. Et malheureusement, combien vous m'avez dit? Quelques 20 000 euros, 30 000 euros, 38 000 euros, voilà. Ça pèse pas lourd, 38 000 euros sur 1 million quand même. Donc, effectivement, le boni de liquidation n'était finalement que de 962 000 euros. Je suis désolé, Madame Quintana. Alors, l'explication? Moi aussi. Ouais. C'est très très petit en fait. Mais ça me fait sourire, donc c'est le principal. Ça me fait sourire. Alors, l'explication technique, s'il vous plaît. Alors, explication technique des débats issus des débats de la commission finances. Donc, effectivement, nous avons ce budget à clôturer qui présente un déficit que vous avez adopté lors des précédents CFU. L'interrogation qui s'est posée à nous, c'est comment ce budget de lotissement présente un déficit alors que l'opération portée par la SPL est bénéficiaire. Donc, dès lors, il y a deux explications. Alors, mais on n'a pas l'historique, ni les services, ni moi. Est-ce que la stratégie, c'était de lancer au début un lotissement communal fait en régie, donc avec une demande naturelle de création d'un budget annexe de lotissement en M14, avec de l'achat de foncier, de la transformation de terrain, des stocks et de la revente? La réponse est oui. D'accord. Ça, je l'ai l'historique. Voilà, la réponse est oui. Je me doutais que c'était ça. Et c'est le trésorier qui nous avait dit que c'est un préalable obligatoire. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, il y a une décision, j'imagine, politique de dire on va le faire porter par la SPL, 2016 ou quelque chose comme ça. La SPL propose à la commune une convention de mandat pour porter ce lotissement. Mais la question qui se pose, c'est les dépenses qui étaient déjà engagées sur ce budget-là, est-ce qu'elles auraient dû intégrer et être reprises en charge par la SPL, ou la SPL considérait, ce qui est peut-être le cas, que ces dépenses, les dépenses de la SPL démarraient à l'instant T où elle avait signé cette convention pour démarrer, pour le compte de la commune, le lotissement. Dès lors, effectivement, sont restées dans ces comptes ces dépenses-là d'honoraires liés au lotissement et qui génèrent ce déficit qu'il faudra réaffecter au budget général. Sur l'aspect de la TVA, là, il semblerait qu'il y ait une détection de la DDFiP parce que le budget de lotissement n'était pas dans les clous au niveau des déclarations de TVA, qui a dû être fait a posteriori. Et donc, on a été rattrapé par la patrouille en nous disant « vous n'avez pas payé la TVA due sur les dépenses concernées ». Voilà en gros l'explication technique. C'est très très clair. C'est très très clair. Donc on aura certainement ces 38 000 euros de déficit à réintégrer dans le résultat du budget général. Je comprends bien. OK. Mais effectivement, vous avez raison. Au départ, c'était la volonté du maire à l'époque, c'était de faire un budget, de faire un lotissement communal. On est revenu un petit peu, d'ailleurs, bon, on était quelques-uns autour de la table, hein. On est revenu là-dessus via la proposition de la SPL, et c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu solder le... OK, je comprends mieux. Ah ben voilà, tout a été dit. Voilà, bah écoutez, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Madame Quintana. Donc, voilà. Merci bien. Point numéro 8. Donc le suivant, ça concerne les places de stationnement. Donc c'est Aline qui va... Ouais, bon, une seconde, on va patienter. Hein, bien entendu. Bon, ça, vous l'avez déjà vu, ça, je pense que ça ne pose pas de souci particulier. Mais enfin, bon. Comme ça, quand tout le monde est au courant quand même de la chose. Aline, si donc la révision pour la taxe des taxis. Pour rappel, nous avons 7 emplacements. Je peux vous donner les adresses si vous voulez. Il y a le parking du Stabulum, il y en a 2, 3. Rue du Souvenir français, 52 avenue d'Espagne, 1 avenue Jean Grégory et un autre 20 rue Arago. Et il vous est simplement proposé de maintenir la taxe de l'année dernière, la redevance, oui, pardon, de l'année dernière à 250 € annuels. écoutez, hein, donc c'est validé ainsi. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Merci Aline, déjà. Donc, on va voir par la suite. Donc, l'ordre du jour numéro 9, c'est la modification des conditions de maintien partiel des régimes indemnitaires en cas d'absence pour maladie. Bon, c'est quelque chose qui est parti au CST aussi, qui a été validé au CST le 1er
C'était quand début de décembre, je crois, de mémoire. Et donc, c'est justement dans un cadre de faire attention quand même pour les personnels, justement, hein, de récupérer justement des régimes indemnitaires en cas d'absence. Voilà. Ça, vous l'avez lu, non? Ou il faut que je vous le relise complètement? Il n'y a pas vraiment besoin de le lire, mais j'aimerais qu'on fasse quand même un flashback, qu'on se rappelle un petit peu la décision que vous aviez prise, sur laquelle d'ailleurs on s'était opposé. C'est-à-dire, si j'ai tort, vous me le dites, monsieur le maire, hein, mais je le fais moi pour vous éviter, pour ne pas vous mettre en difficulté, parce que vous n'aviez pas forcément préparé l'intervention. C'est que vous aviez décidé que en cas d'absentéisme prolongé, en général, cela impactait le régime indemnitaire, notamment ce qui était IFSE. Et on parle bien de ça. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui était en maladie, en arrêt maladie, on va dire sur une période relativement longue, pour que ça impacte l'IFSE, vous aviez fait le choix de considérer que c'était de l'absentéisme. On y était opposé à l'époque. Je vous invite à consulter le conseil municipal de l'époque. On y était opposé parce que la maladie s'impose souvent aux agents. Et donc là, vous y revenez. Absolument. Hein, sachant que justement, on a reparlé justement avec les agents. C'est une excellente nouvelle. Hein. Voilà, et puis sincèrement, on est là aussi parce qu'il y avait aussi le décret quand même de 2024-27 juin qui était quand même venu modifier un peu les dispositions. Fort de là, on revient quand même là-dessus, et puis voilà, donc au moins qu'on ait quelque chose de plus, je dirais, sensible et plus d'accompagnement pour les personnels. Ouais. Moi, Mais voilà. Alors, je vous félicite pour la décision, mais je ne vous félicite pas pour le délai. Parce que ça aurait été bien de le faire avant. Je rappelle quand même qu'on avait été poussé aussi par le décret national. Non. Voilà. Une fois de plus. On est poussé. Des fois, on se laisse un peu pousser, hein, de temps en temps. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes bien d'accord, on reprend les dispositions antérieures. Voilà. On est totalement d'accord. Hein, très, très favorable. Et si vous en êtes favorable, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Voilà. Allez. Maintenant, pour Jean-Claude, la demande d'autorisation d'ouverture des commerces les dimanches sur la commune du Boulou 2026. Alors, j'informe l'Assemblée que Monsieur le maire souhaite autoriser les commerces situés dans la commune à ouvrir les dimanches dans la limite de 12 dimanches par an. La demande de dérogation émanant de 4 enseignes d'alimentation de détail et de vêtements situées sur la commune, à savoir Picard, Maxiso, Distésanterre, Leclerc et Boulanger. Les dites demandes de dérogation concernent 12 dimanches pour 2026, à savoir 11 janvier, 28 juin, 5 et 12 juillet, 30 août, 6 septembre, 22 et 22 novembre, 29, oui, 6, 13, 20 et 27 décembre. Des questions? Donc, c'est validé par les groupes. Qui est contre? Oui. Non. vas-y. Non, je ne peux pas tout faire, pardon. Je ne suis qu'un homme. 2 choses à la fois, c'est trop. J'ai cru comprendre qu'une autre enseigne, donc, qui ne fait pas de l'alimentaire, vous avez demandé une ouverture le dimanche et que ça avait été refusé. Est-ce que c'est exact? Moi, j'ai pas. Pour le Black, je sais pas quoi, la Black Friday, là, ou... J'ai pas en mémoire ce genre de choses. Hein. Bon, d'accord. Ah oui, vous l'avez? Ah d'accord, bien allez-y alors. Monsieur Benayem à l'info. Alors, j'essaie de me souvenir. Il y a effectivement une demande d'une enseigne, c'était pour cette période-là, qui était intervenue l'année dernière, mais pas par les canaux classiques de demande, c'est-à-dire par le biais de la messagerie de contact ou par un courrier classique, mais effectivement par un mail, et qui est passé au travers pour un des dimanches. Donc effectivement, les délibérations prises en décembre 2024 sur l'autorisation d'ouverture des différents dimanches étant valables, qu'une enseigne ait demandé l'autorisation ou ne l'ait pas demandé, il manquait effectivement un dimanche sur lequel ils n'ont pas été autorisés à ouvrir, en tout cas sur la base de cette délibération. C'était quelle enseigne? Heureusement, non, mais on ne cite pas les enseignes. Heureusement que vous êtes là, parce qu'apparemment, les élus ne sont pas au courant.
Moi, j'arrive à l'être et vous l'êtes pas. C'est quand même bizarre. Il a été répondu à l'enseigne en question. Il a été répondu à l'enseigne en question que c'était la communauté de communes qui décidait. Ben si. Alors, je suis désolé, la communauté de communes décide également, puisque c'est son travail sur le développement économique, bien sûr, sur l'ensemble du territoire, mais aussi les communes concernées doivent aussi voter là-dessus. Ben, c'est ce qu'on vient de faire justement maintenant. C'est bien là que je voulais en venir. Mais si vous avez une autre demande et que vous ne l'avez pas vu passer, vous ne risquez pas de vous positionner. Donc, c'est gênant quand même. Hein. Ah oui. Hein. Allez, donc, pour ce que vient de dire Jean-Claude, donc, quelqu'un est contre? Non? Personne ne s'abstient? Eh bien, merci pour votre unanimité. Ça sera transmis. Point numéro 11 concerne donc l'approbation de l'avenant 1 et 2 de la Convention Grand Projet de l'édifice public d'Occitanie pour le portage foncier du projet d'extension ouest du District-Port. Donc ça, effectivement, c'est une disposition justement pour l'acquisition du foncier d'Immocratie, donc la parcelle AA22 sur le Boulou et A412 sur Saint-Jean-Plat-de-Corps. Et donc, fort de cela, justement, l'EPF, la communauté de communes du Val-Espire, la CCV, a décidé, lors du conseil communautaire du 20 octobre 2025, de procéder au rachat de ce foncier d'une superficie de 4 hectares 80 pour le montant d'1 433 000 afin de pouvoir aménager le site et viabiliser 2 lots et en céder un à Via. Via, c'est le sous-traitant, enfin la filiale de SNCF Fret SNCF. Et la CCV souhaite procéder au rachat avec échelonnement et de paiement jusqu'en 2027. Voilà, donc c'est pour cela que la CCV ainsi que les communes doivent délibérer pour approuver cet avenant. Ça a été délibéré hier en communauté de communes. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus? Moi, j'en ai une. Immocratie, ça me rappelle quelque chose. Je pense que c'est la plateforme de crowdfunding dont avait fait appel Monsieur Gomez. Tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait. Et voilà, je suis surpris qu'il n'ait pas pu acheter la parcelle Yoberas. Déjà à l'époque, on émettait de larges freins au fait qu'ils puissent récolter les fonds. Voilà, c'est heureusement que finalement, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts pour les petits porteurs et qu'Immocratie a pu gérer. Mais voilà, on est 6 ans après et on se rend compte que les décisions qui avaient été prises à ce moment-là impactent maintenant. Voilà. Écoutez, c'était l'histoire ancienne. Donc, à partir de là. Après, c'est de l'histoire ancienne, mais je peux la refaire. C'est pas tard. En fait, le ticket d'entrée à l'autoport de M. Gomez, c'était le fait de pouvoir restocker les camions. Et pour pouvoir stocker les camions, il devait faire au préalable l'acquisition de ce terrain, qui était déjà à 2 millions, je crois, il me semble. Pour quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui, du coup, a fait appel à une plateforme de crowdfunding, c'est-à-dire des particuliers comme vous et moi qui pouvaient lui donner un petit billet pour qu'il réussisse son opération, voilà, on peut la refaire l'histoire. Et ça a conduit l'histoire quand même à vous faire, vous, un emprunt par ricochet de 500 000 € à la même période en 2022. Je suis désolé, je le répète, mais vous m'avez tellement tendu la perche que je suis obligé. Et je rebondis aussi sur ce que vous y avez dit. Les emprunts étaient affectés. Non, cet emprunt-là n'était pas affecté à l'époque de 500 000 €. Donc on a payé pour rien un emprunt, une dette là de 500 000 € qui court encore. Bien. Alors, donc on est sur cette convention. Je reviens là-dessus. Sachant qu'effectivement, le projet, de toute façon, c'était Immocratie, effectivement, qui était le crowdfunding d'époque. Et c'est l'EPF qui va le reprendre là-dessus. Et après, ça sera traité, bien entendu, d'une manière collective. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient? Merci à vous. Dernier point encore, il s'agit d'une... Enfin, ce n'est pas le dernier, c'est sans doute l'avant-dernier. C'est l'ordre du jour numéro 12. Transfert... Oui, il y en a encore d'autres, effectivement. Transfert d'une concession pour une place de stationnement dans justement pour un parc de stationnement entre la commune du Boulou et monsieur et madame. Bon, Yann Moulin, c'est ce qui était dit de là-dessus. Bon, c'est quelque chose, c'est un transfert justement parce que justement il y a un changement de propriété et que de ce fait on continue à faire le transfert justement de la place et de la transmission. Voilà, je sais pas, il n'y a pas de grand sujet à traiter là-dessus.
Alors, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Pour le point suivant, c'est la fixation du montant de la contre-valeur de redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. Ça, c'est Robert qui s'en occupe, peut-être. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis le 1er janvier 2025, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte et la redevance pour pollution domestique sont supprimées. Elles sont remplacées, entre autres, par la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. Cette nouvelle redevance vise les collectivités, communes, EPCI, syndicats, responsables de l'assainissement collectif, c'est-à-dire le traitement des eaux usées pour les stations d'épuration desservant des populations. Son montant est calculé sur la base du volume d'eau usée assainie, facturé à l'usager, multiplié par un tarif de base fixé par l'agence de l'eau à 0,09 € hors taxe, modulé selon un coefficient de performance suivi de l'efficience du système d'assainissement. Alors, les collectivités doivent délibérer avant d'émettre leur première facture 2026 pour appliquer ce supplément. Concrètement, cette redevance se traduit sur les factures des usagers par un supplément de prix par mètre cube assaini qui apparaît dans la rubrique « Organismes publics, agence de l'eau ». L'objectif est de faire financer une part de la gestion de la performance de l'assainissement collectif, c'est-à-dire l'épuration des eaux usées par les usagers, via une redevance modulée et non plus par des anciennes redevances moins ciblées, avec un calcul désormais indexé sur le volume assaini et la performance du système. Alors, comment c'est calculé? Alors, pour la commune du Boulou, 0,09 € hors taxe du mètre cube. C'est le tarif de base de la redevance votée par l'agence de l'eau pour 2026. 0,300, coefficient axe autosurveillance. Coefficient issu du simulateur agence de l'eau. 0,200, coefficient axe réglementaire. Coefficient issu du simulateur, toujours agence de l'eau. Et 0,200, coefficient axe performance. Coefficient issu du simulateur agence de l'eau. Alors, la formule de calcul. Tarif de base, agence de l'eau, 2026, multiplié par, on ouvre la parenthèse, 1, coefficient autosurveillance, coefficient réglementaire, coefficient performance. C'est-à-dire 0,09 fois, on ouvre la parenthèse, 1, donc moins 0,300, 0,200, 0,200, arrondi, donc égale 0,027, arrondi à 0,03 € hors taxe le mètre cube. Bon, je vous lis. Voilà. Excusez-moi, tu es sûr du calcul? J'en suis certain. Ah, j'avais une question parce qu'il y a une variante à ce calcul, Robert. Tu la connais? Absolument pas. Moi non plus. Voilà. Voilà, bon, bah écoutez, hein, une fois que le calcul et l'opération a été menée, hein, donc voilà, merci Robert hein, donc d'avoir présenté. Donc, qui est contre, qui s'abstient, merci à vous. Voilà, donc maintenant, recrutement d'un vacataire pour l'enseignement musical, ça c'est pour Caroline Rocasse. Voilà, ben, on peut y aller si tu veux. Alors, le statut de la fonction publique territoriale prévoit la possibilité pour les collectivités de recruter des vacataires. Les conditions en sont les suivantes. Recrutement pour effectuer un acte terminé répondant à un besoin ponctuel de la collectivité. Recrutement discontinu dans le temps. Rémunération à l'acte selon la nature de la tâche. Aussi, afin d'organiser les projets musicaux de l'école maternelle Jacques Prévert, du 1er janvier au 3 juillet 2026, il est proposé au Conseil de créer un emploi de vacataire pour réaliser l'ensemble de ces actions ponctuelles. Question ?
Non, bon, Caroline, hein, bon, je pense qu'il n'y a pas de gros sujet là-dessus. Donc, qui est contre, qui s'abstient, merci à vous. Allez, renouvelant d'un vacataire accompagnateur pour les transports scolaires à l'école maternelle. Sujet suivant. Alors, le statut de la fonction publique territoriale prévoit la possibilité pour les collectivités de recruter des vacataires. Les conditions en sont les suivantes. Recrutement pour effectuer un acte déterminé répondant à un besoin ponctuel de la collectivité. Recrutement discontinu dans le temps. Et rémunération à l'acte selon la nature de la tâche. Dans le cadre de l'organisation du service de transport scolaire, la collectivité a la responsabilité d'assurer la sécurité et la surveillance des élèves de maternelle lors de leur trajet quotidien entre leur domicile et l'établissement scolaire. C'est pourquoi il est proposé de reconduire un emploi de vacataire intervenant uniquement pour les besoins précis du service du 1er janvier au 3 juillet 2026. Je tenais à préciser qu'on a la subvention de la région qui est de 1 000 € encore pour cette année. Je te remercie, Caroline. Voilà, je pense qu'avec la subvention, c'est vrai que ça donne un plus. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, merci pour elle. Allez, le point suivant concerne un avenant de la convention ASPA-VAROM. Bon, vous l'avez vu, hein, donc on avait fait un prêt, une demande de prêt le 16 décembre 2019, ça avait été fait par la municipalité précédente. Il avait autorisé la signature d'une convention de prêt des objets et œuvres entre l'ASPA-VAROM et la Maison de l'Histoire. Et depuis sa mise en œuvre, le bien prêté a été utilisé conformément aux objectifs fixés par la Convention. Le bénéfice a respecté l'ensemble des obligations prévues dans la Convention initiale, notamment en matière d'entretien, de sécurité et de restitution éventuelle. Donc la durée de la Convention et de la mise à disposition est fixée à 6 ans. Et l'avenant vise à prolonger la durée de sa Convention jusqu'au 30 juin 2026, afin de déterminer les droits et les obligations de chaque partie en lien avec le projet culturel de l'équipe municipale, d'effectuer des expertises de l'ensemble de la collection, car l'ASPA-VAROM a acquis de nouveaux objets en 2024. Il s'agit de gobelets en argent et une valeur actuelle de la collection. Voilà. Alors, bon, l'idée, c'est de valider cette disposition. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à modifier. Hein, donc, si vous en êtes d'accord, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, merci pour l'ASPA-VAROM. Et puis maintenant, c'est l'avis du conseil municipal qui est pour le manifeste, ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Là, maintenant, vous avez la carte, effectivement, globale qui vous permet de le voir. Manifeste pour la valorisation de la Via Domitia. Hein, ça se passe sur l'arc méditerranéen, et notamment entre Narbonne et le Pertus, déjà, et dans un premier temps. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qui va se traiter par la suite. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette Via Domitia. Bon, sachant que sur le Boulou, il y a déjà un itinéraire qui est déjà préservé. En fait, ce que j'avais demandé, effectivement, c'est de savoir s'il y avait des zones construites déjà sur la Via Domitia. Et normalement, a priori, non. Voilà. La seule question, déjà, merci pour les éléments. On ne les avait pas la dernière fois. C'est vrai que c'est intéressant. C'est quand même notre patrimoine, donc c'est important. Est-ce qu'une association donc, veut reprendre justement cette valorisation de la Via Domitia, voilà. Est-ce que vous avez... je vous avais posé la question la dernière fois, savoir si c'était porté par une association au niveau du département ou même de la région. C'est quelque chose d'Occitanie, hein, d'apparemment. Oui, mais... alors, et je crois que c'est basé... C'est la région, mais bon... C'est la région qui porte ça. Ouais, ça aurait été bien, donc, une association peut-être essaye de... L'ASPA-VAROM le suit aussi, ça, d'une certaine manière. Au niveau du boulot. Voilà, tout à fait. D'accord, très bien. Et surtout de toute la vallée de la Rhôme, et puis, parce que c'est le plus compliqué quand même. Voilà. Donc, ok. Voilà. Merci pour la réponse. Alors donc, écoutez, si on passe au vote aussi, qui est contre, qui s'abstient, merci à vous. Voilà, on arrive à l'extrémité de cette session, donc dernière de 2025. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur toutes les décisions? On en a, mais si je vous les pose, je crois qu'on va y repasser 1 heure de plus. On va répéter tout le temps les mêmes choses. Donc, on va s'abstenir. Hein. C'est le dernier de l'année. C'est le dernier. Alors, ceci étant, maintenant, je vous souhaite à tous et toutes des jolies fêtes de fin d'année quand même. Hein. C'est le principal. Qu'on reste en bonne santé déjà dans un premier temps. Et ça,
j'amène aussi mon appui à tous ceux qui sont un peu en délicatesse de santé en ce moment. Et surtout, je vous dis à très bientôt, l'année prochaine, et peut-être entre-temps, sur les rues du Boulou. En tout cas, merci encore, et puis à très bientôt. Au revoir.